Bonjour à tous et à toutes. Je dois vous dire mon plaisir d'être cette année encore avec vous pour présenter ces Work in Progress. Vous allez me retrouver durant la semaine si vous êtes fidèles à ces Work in Progress, et particulièrement celui-ci. Je dois remercier l'équipe qui m'a merveilleusement accueilli pour préparer cette session. Et on va les découvrir en commençant par Nicolas Dufour-Lapeyriere. Nicolas, si tu veux bien nous rejoindre. Je t'invite à rejoindre la salle. Nicolas est né à Saguenay, vivant à Montréal. Il mène de front depuis plus de 15 ans une carrière comme artiste visuel et comme producteur en cinéma. Il produit depuis plus d'une décennie du cinéma d'animation et du documentaire d'auteur au sein du studio qu'il a cofondé, Embuscade Film. Parmi ceux-ci, Transatlantique et Archipel de Félix Dufour-Lapeyriere, La Saison des Hibiscus d'Éléonore Goldberg, prix Iris du meilleur court-métrage d'animation en 2021, et Triangle Noir de Marie-Noëlle Moreau. Il travaille actuellement à la réalisation de son premier long-métrage documentaire, Les Ombres Lumineuses. Vous pouvez l'applaudir. Je vais demander à Bren Lopez Cepeda de nous rejoindre. Bonjour. Qui est venue avec son fan club apparemment. C'est une cinéaste et animatrice née au Mexique qui est basée à Montréal. Après le succès de son film de graduation de l'université Concordia ABO en 2018, elle a travaillé sur 3 productions de l'ONF et sur 2 longs métrages d'animation indépendants au studio Unité Centrale, puis Embuscade sous la direction de Félix Dufour-Lapeyriere. Ses projets plus récents incluent un court métrage d'animation dans le cadre du programme Rêve ton futur en 2024 et un court métrage d'animation 2D, Alchimie moderne, réalisé à l'ONF. Actuellement, Lopez est engagée sur plusieurs projets de longs et courts métrages comme réalisatrice et assistance réalisatrice. Elle s'intéresse surtout, j'aime bien cette formule, à l'art honnête, vulnérable et imparfait qui défie notre vision du monde. Comme Donika Bambara, elle pense que le rôle de l'artiste est de rendre la révolution irrésistible. David Seitz, bonjour, bienvenue. David est un animateur, compositeur et développeur d'outils basé à Montréal. Animateur accompli, il fait également de la magie en compositing et en effets spéciaux pour ses pairs et collaborateurs. Profondément curieux et pathologiquement indépendant, ça aussi j'aime bien, David a suivi une trajectoire unique en art, en programmation, en design, en enseignement et en recherche. Il s'épanouit grâce à l'humour, l'inconnu et de bons problèmes à résoudre. Voilà, je vous demande d'accueillir maintenant Eunjin Park, animatrice et réalisatrice canado-coréenne basée à Montréal au Québec. En travaillant sur une variété de productions tant au sein des studios que des productions indépendantes, elle a découvert une passion pour la technique et la narration du cinéma d'animation. De l'assistanat à l'ONF à l'animation principale pour Embuscade Film, Park a toujours été une artiste passionnée et patiente, aimant contribuer au mieux qu'elle le peut aux visions des réalisateurs avec lesquels elle travaille, en particulier dans le cinéma indépendant. Elle est passionnée par la nature et son lien avec l'humanité, et sa fascination pour le genre de l'horreur depuis son jeune âge est bien connue de ses pairs.
Park cherche à explorer des moyens de partager des émotions et des expériences en abordant de front un aspect terrifiant de la nature partagée dans toutes les cultures, la transformation. Et enfin, Félix Dufour-Lapeyrière. Félix est né en 81 à Chicoutimi au Québec. Il est cinéaste, scénariste et producteur. Ses films, parmi lesquels le documentaire Transatlantique de 2014, ont été présentés dans de nombreux festivals, musées et événements nationaux et internationaux d'importance où ils ont remporté plusieurs prix. Villeneuve, en 2018, son premier long métrage d'animation entièrement dessiné et peint sur papier, a été présenté en première mondiale à la Mostra de Venise et a depuis été lancé dans les salles du Québec, de la France et du Japon. Son essai documentaire animé Archipel est lancé en 2021 en compétition au Festival de Rotterdam et primé entre autres au Festival d'Annecy et connaît ensuite une vaste diffusion internationale. Il complète maintenant la fabrication de son troisième long métrage d'animation La mort n'existe pas, que nous allons découvrir en tant que producteur en plus de ses propres films. Il a récemment produit le premier long métrage de Myriam Charles, Cette maison, lancé en 2022 à la Berlinale Forum. Et j'ai appris une chose qui n'était pas sur ma fiche, c'est que si Félix porte des lunettes aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il en a besoin, mais par pure coquetterie. Pour débuter, et au-delà de vos parcours personnels que je viens de résumer, peux-tu, Nicolas, nous présenter Embuscade Film, qui vous réunit pour produire La mort n'existe pas? Oui, merci Patrick. Bonjour tout le monde, donc merci d'être là pour ce WIP. On est très heureux de vous présenter et Embuscade et Travail en cours. Rapidement, donc, Embuscade Film, fondé en 2013. On est un studio, une maison de production qui fabriquons et accompagnons de l'animation traditionnelle 2D principalement et du documentaire d'auteur. On peut dire qu'Embuscade, c'est un peu fondé sur un quiproquo, en fait, et sur un premier film, Transatlantique, qui devait être un court-métrage d'animation basé sur des images filmées en mer sur un cargo commercial. Voyage de tournage qu'on a fait, voyage qui devait durer 8 jours, qui en a duré 32, et court-métrage d'animation qui a finalement été un long-métrage documentaire, donc à la surprise générale. Mais c'est étrangement sur cette ambivalence entre animation et documentaire que le studio s'est fondé. Et c'est une alternance, en fait, puis c'est des pôles qui se maintiennent depuis donc, une dizaine d'années. Archipel en étant un des exemples probants, je crois. Donc, on est basé à Montréal, dans une ville qui a une très forte communauté d'animateurs, de cinéastes, tant d'animation que de documentaire. Et Embuscade a eu la chance de se construire autour de collaborations avec des amis, avec des artistes, avec des artisans surtout, dans les deux camps depuis une dizaine d'années. Des gens qui nous ont demandé donc de les aider à la production, mais qui ont aussi joint l'aventure et qui sont inscrits dans des relations long terme avec nous. Donc, on a la chance de travailler avec, par exemple, Jin, ça va faire 8 ans, je crois, qu'on travaille ensemble. Bren 7 presque. Et donc, le studio se compose de plusieurs collaborateurs qui ont été, donc, qui nous accompagnent depuis toujours dans nos différents projets et qui ont toujours fait preuve d'une grande générosité et d'une grande débrouillardise, en fait, pour le petit studio que nous sommes. Pour basculer sur La mort n'existe pas, en fait, donc générosité et débrouillardise en fabrication, mais aussi en production. C'est long, financer un film, donc ça va faire bientôt 6 ans qu'on le fait. Et bientôt, plus de 4 ans, en fait, avec les gens de chez Miou Production, donc qui sont dans la salle, je crois, que je salue chaudement. Emmanuel Alain Rénal, Pierre Bossaron, je sais pas... Ah, Tanguy. Allô, Tanguy. Donc, de la générosité et de la débrouillardise, on sait qu'il y en a eu beaucoup aussi de ce côté de l'Atlantique, autant dans les studios que dans les bureaux. Donc, on les remercie. C'est aussi un peu de vous dont il est question sur cette scène aujourd'hui. Donc, et pour terminer, en fait, on ne serait pas là sans l'aide de nos partenaires. Donc, on les nomme rapidement. Au Québec, donc la SODEC, Téléfilm Canada, le programme de crédit d'impôt, cinéma et télévision.
En France, région sud, région de Nouvelle-Aquitaine, pour l'image Magélis, le département de Charente, Cinémage, BFF, je crois que j'ai vu Martin dans le fond, donc qui est notre demandeur inter. Allô Martin. Maison 4 tiers, qui est notre distributeur canadien, et UFO, qui est notre distributeur français. Donc, à tous ces gens, vous faites aussi partie de l'aventure, et puis c'est un plaisir, en fait, de vous partager un peu le presque résultat de tout ça. Donc, on est en fin de marathon et l'horizon est quand même joli. Merci de nous avoir dressé ce panorama de la société Embuscade. Félix, comment est né ce projet et quels sont les grands thèmes que tu décrivais dans une interview comme un film d'aventure et d'idées? Merci Patrick. C'est en effet un film d'aventure et d'idées qui est né il y a maintenant, les premières lignes ont été rédigées il y a presque 10 ans maintenant, le temps file. C'est un conte tragique, la mort n'existe pas, c'est un conte tragique. Si on avait à en résumer l'essence, c'est sur une impossibilité, comme tout dispositif tragique. Si la violence est impossible, que fait-on si le statu quo l'est tout autant? À quoi reste-t-on loyal? Et puis, que faudrait-il sauver dans ce cas? Donc, Sarah, je vais vous raconter un peu le récit. C'est un récit qui est tapissé de répétitions, de jeux de symétrie et d'opposition franche, et puis de dualité tragique pour certaines d'entre elles. Ça raconte l'histoire d'une bande de jeunes dont les deux personnages principaux, Hélène, qu'on voit ici, et puis Manon. Cette bande de jeunes fait une attaque sur une villa somptueuse, représentant pour eux le statu quo, pour des gens extrêmement riches qui vivent dans le faste et qui contrôlent une bonne partie de la région où ils vivent. Donc, en s'attaquant à ce symbole du statu quo et de l'ordre établi, ils espèrent remettre le monde en mouvement et puis faire advenir dans ce monde leurs désirs les plus profonds et les convictions qui les animent. Hélène capte le regard de la cible de l'attaque, qui est une vieille femme, et puis fige au seuil de l'action, abandonnant ses compagnons. Cette attaque se déroule assez mal, et puis Hélène fuit en forêt, où elle sera retrouvée quelques instants plus tard, étrangement, par Manon, sa camarade, qui lui offre, dans une espèce de pacte faustien, lui offre la possibilité de revisiter ses choix moraux, humains, politiques, et puis de décider si oui ou non, si elle avait une deuxième chance, si elle participerait à l'attaque. Manon et Hélène vont ensuite traverser la vallée pour revenir à leur point de départ. Et elles se découvriront un pouvoir vénéneux et transformateur, celui de faire advenir dans le réel leurs désirs les plus profonds. On verra si elles les contrôlent complètement une fois que ces désirs on a lâché la bride à la violence et à nos désirs les plus profonds, mais aussi un pouvoir puissant de ramener à la vie certains animaux, certaines personnes, et puis donc, pour faire bref, après un parcours qui n'est pas sans rappeler une version un peu plus sombre d'Alice au Pays des Merveilles, dans un parcours un peu déambulatoire de cette forêt où il fera des rencontres de certains, peut-être de ses doubles, peut-être d'une enfant qui fut qui est ce qu'elle a été plus tôt. Elle décide de participer à l'attaque. Alors, elle y retourne. L'attaque ne se passe pas nécessairement mieux, mais elle aura le loisir d'être fidèle ou non à ses convictions et puis de constater l'effet de ses convictions les plus profondes lorsqu'il bouleverse et renverse le monde tel qu'il est. C'est donc un conte tragique qui n'est pas que sombre. C'est un film d'idées, d'aventures. C'est assez vif, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'aventures. Mais c'est aussi un film d'abord et avant tout sur les liens amoureux, amicaux et l'engagement politique. C'est un film sur ce qui nous lie et donc nous rend libres. Et puis, donc ce n'est pas qu'un film tragique sur la brutalité du monde et de la résistance. C'est un film, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui s'est construit sur des dualités assez franches. La dualité entre l'immobilité et le mouvement, entre ce qui est statique, les statues. La demeure est dotée d'une immense verrière dans laquelle il y a des statues, une espèce de forêt intérieure qui représente tout le caractère artificiel de l'ordre établi, si on avait faire court. Et puis, ce faste immobile va bien vite être bouleversé par le mouvement de la vie et puis de ceux qui la réintroduisent dans le réel. La première version du scénario
était assez sombre. Ça a été un film que j'ai écrit, qui m'a fait du bien à écrire, parce que le premier jet est sorti assez poisseux, pour être tout honnête. Et donc, au cours du développement, du financement, cette portion poisseuse a été, disons, éclaircie. Je crois que c'est pour le mieux. Je me rappelle... Je me suis fait faire la leçon par une brillante lectrice italienne qui parlait un français impeccable et qui m'a dit à la fin d'une rencontre de coproduction, vous savez, monsieur, il faut toujours être au service de la vie. Et là, je suis retourné travailler après ça en accusant le coup. Elle avait bien raison. C'est donc de ce scénario un peu poisseux, nihiliste, mais qui m'a fait... dans lequel j'exultais une certaine noirceur, est sorti un film qui laisse aussi une part belle à l'amitié, à la loyauté et aux sentiments amoureux. Je pense qui sont des engagements et des liens qui sont parents, qui sont cousins, donc l'un nourrissant l'autre. J'ai essayé à travers ce film, qui est un film narratif, comparé à... le film précédent, Archipel, est un film c'est un essai, c'est un film plus éclaté, vous allez en voir quelques images ici, plus éclaté, plus ouvert, et un film de juxtaposition et de collage, donc détournant le réel et puis le renversant, le redessinant ou le repeignant pour construire un territoire imaginaire. Le premier film, Villeneuve, désolé Brent, j'ai inversé l'ordre des présentations. Le premier film, Villeneuve, est lui aussi narratif, mais sur un mode, disons, je dirais détendu. Les enjeux sont plus délicats. C'est un film assez tendre aussi. C'est un film sur la relation de couple. Donc, je suis parti de ce film en noir et blanc plutôt délicat, plutôt tendre. Un film très éclaté, très coloré pour approcher l'amour n'existe pas sous un principe de tension. Les dualités que je vous ai déjà dit entre l'immobilité et le mouvement, mais aussi entre le choc des couleurs. Il y a une palette très franche, David vous en parlera tout à l'heure, une palette très tranchée, les oppositions graphiques aussi, qui sont toute une partie du récit, c'est-à-dire les personnages ne sont pas détachés nécessairement du fond. Vous allez constater avec les exemples qu'on va vous montrer, c'est le mouvement parfois qui les révèle, et puis il y a un jeu de mise en scène sur le fait que les figures émergent du décor qui les accueille ou des lieux qui les accueillent, et à l'inverse, les lieux émergent également des personnages qui les provoquent, on dirait. Donc le film est à la fois la déambulation et à travers ses propres dilemmes et sa propre psyché d'Hélène. Donc le monde est aussi une émanation de son intériorité, de son trouble, des tensions qui l'habitent. C'est un film donc, qu'on nous a coproduit avec une coproduction heureuse avec Miou. C'est un film qui, par les exigences narratives qu'il porte et par également les exigences de la coproduction, qu'on a dû préparer beaucoup plus que les autres films. Il y avait un layout, une mise en place très, très, très précise qui nous a bien servi pour la coproduction, d'ailleurs, qui s'est très bien déroulée à ce niveau-là, parce qu'on avait établi des structures visuelles très, très, très précises. Et puis, nos amis et collaborateurs français ont pu ajouter, en fait, à cette structure très précise en ayant un cadre bien établi. Donc, ça a été une expérience, moi, que j'ai trouvée très heureuse. Et donc, nous avions le défi de garder la liberté. Nous, on fait du cinéma artisanal, c'est-à-dire qu'on approche la fabrication d'un film dans un strict autorat et puis dans une logique on faut protéger le dispositif et la réflexion et les exigences qui sont au cœur des besoins du film. Donc, on est un studio qui fait du cinéma très auteur, et puis on adapte donc nos modes de fabrication à ces exigences-là. Je voulais donc, moi, conserver la structure horizontale qui caractérise notre façon de fabriquer, cette espèce d'ouverture. Et donc, on travaille sans quota, on travaille sans chef de section, et moi et Bren, l'assistante réalisatrice, on voit tout le monde chaque jour. Donc, on est dans un dialogue. Il faut avancer, certes, mais il faut aussi... Il y a quelque chose d'organique dans notre façon de fabriquer des films. Et puis moi, ça m'est très précieux. Mais il y avait de l'argent en jeu et des calendriers, et puis tout ce réel qui se réinvite rapidement à la table. Alors, nous avons pris la décision de faire une animatique très précise avec ma précieuse collègue Yoon Jin Park.
Et puis, cette animatique précise a pris 1 an et demi à fabriquer. Dans certains cas, elle nous a servi de layout. Il y a des séquences qui étaient très, très précises. Et puis d'autres séquences étaient plus esquissées, mais ça a été vraiment un exercice complet, je crois, et puis précieux. Et puis je vais laisser Jin. J'invite Jin d'ailleurs à nous en dire quelques mots. En plus, Jin ayant animé le personnage principal, Hélène, puis ayant structuré une bonne partie de l'animation, elle pourra vous dire quelques mots sur notre approche du mouvement et puis de la fabrication de l'animation. Merci beaucoup, Félix. Bonjour, je m'appelle Jin Park, mais Jin tout simplement dans la production. Oui, j'étais en charge de tests d'animation, l'animatique et l'animation d'Hélène, un petit peu de tie-down et également le layout de la production. C'est ma 3e collaboration avec Félix. J'ai travaillé sur V9 et Archipel, animé Emma et Ulysse sur V9 et La Femme dans Archipel. J'étais contactée par Félix comme vers l'hiver 2020 et quand il m'avait contactée, je savais qu'il préparait un projet plus ambitieux cette fois-ci et qui doit être différent que les autres productions également. On a testé noir et blanc sur papier, des techniques variées comme mélanger expérimental sur Archipel. Cette fois-ci, vu que l'histoire se déroulait dans un monde assez étrange, entre la vie et la mort, il voulait tester ce concept un petit peu d'irréalisme. Alors, si on peut regarder le test ici, on a fait notre test d'animation avec notre personnage Hélène, qui est un petit peu différent que maintenant. C'est ça, comme avec le mouvement, on s'attachait beaucoup aux détails de chaque personnage, mais surtout pour Hélène, les cheveux, ce que Félix il disait, ondulation des éléments comme les traits qui apparaissent et qui disparaissent dans les mouvements. On a un autre test ici qui va également jouer sur le changement de la vitesse de mouvement. Dépendamment de l'émotion du personnage, soit ça va ralentir, soit ça va accélérer. On voulait vraiment tester le plus possible en animant à la main ce qu'on pouvait faire, ce que les autres techniques d'animation ne pourraient pas vraiment exprimer. Alors, malheureusement, le concept était fort, mais pour maintenir durant toute la durée de la production, c'était quand même un défi. Alors, l'attention était, pendant la production, échangée plutôt sur la couleur et la texture qui change comme avec en suivant comme le développement de l'histoire. Une fois que le concept a été solidifié, on a pu tomber sur l'animatique pour préparer comme la durée et la séquence. Comme les autres productions, ça a commencé avec la lecture des scénarios. Et généralement, Félix il me préparait 1 ou 2 images de mise en scène, comme les personnages principaux et quelques éléments comme dans l'arrière-plan. Qu'est-ce qui se passe en général? Mais vu que cette fois-ci, c'était la plus grosse production, on serait nombreux et on aurait la coproduction à préparer de notre côté. Alors, il fallait vraiment que je comprenne, il fallait que d'abord que ça soit détaillé, mais il fallait que je comprenne bien comme son intention, comme qu'est-ce que notre personnage principal, Hélène, vu que c'est elle qui mène l'histoire, qu'est-ce qu'elle pense, c'est quoi ses sentiments, c'est quoi ses émotions, qui va aussi répondre à ses gestes, qui va amener aux actions en général et la planification pour tout le reste du film. Cette discussion, c'était très, très satisfaisant en tant que la collaboratrice parce que j'avais des questions comme vraiment détaillées et parfois même juste en général de toute l'histoire, comme est la raison derrière. Mais Félix est très bon à discuter et ouvert des suggestions. Alors, quand j'avais des questions, il me répondait. On était 2 à studio, tête à tête, comme ça, à peu près 1 an et demi. Ça nous a vraiment aidé à comprendre mieux notre histoire, l'objectif de ce film, pourquoi ça doit être fait, et plus de motivation et meilleure compréhension par rapport à l'histoire, et comme le film plus complexe aussi, en général. Une fois que l'animatique était prête, on a pu sauter sur la production, qui était l'animation et des personnages. Quelque chose d'intéressant aussi de notre studio, c'est qu'on n'avait pas vraiment les feuilles de modèles. Félix, il avait des images, quelques images faites par lui-même, comme les dessins de personnages principaux. Puis à partir de là, ce qu'on avait planifié suivant, c'était OK, quel plan on attaque tout d'abord? Il fallait qu'on commence par les plans qui étaient plutôt flexibles, parce qu'on attendait qu'il y aurait beaucoup d'improvisation avec l'animation. Alors, on a attaqué les plans qui étaient plutôt relax. Puis, une fois
au milieu de la production, on aura notre recette bien préparée, on peut tomber sur la... C'est à mon tour maintenant. Oui. C'est Manon et Hélène. C'est ça, comme vous pouvez voir depuis le test d'animation et l'animation maintenant. L'animation des personnages, comme aussi comment ça a été distribué, on n'a pas de superviseur de l'animation qui va regarder comme tout l'ensemble du projet. Alors, ce que Félix avait fait, c'est que, dépendamment de la spécialité de nos animateurs, il avait désigné les personnages spécifiquement pour notre animateur. Comme moi, je me suis occupée de Hélène, Manon était occupée par Valentine Dumez et Marc, l'autre personnage principal, il a été désigné à Bogdan Anifrani. Et comme pour la force, pour garder vraiment comme la compréhension sur les personnages et les gestes pour que ça reste consistant jusqu'à la fin de production. Même chose, mêmes étapes qui étaient comme pour les assistants, comme les intervallistes, mise au nez, les aplats, ombre couleur. Après que tous les membres d'équipe ont passé quelques temps dans la production, dépendamment de leur force, les plans étaient désignés dépendamment de comme leur spécialité. Et la communication qui était vraiment courante dans le studio, c'est que peu importe, comme pour n'importe quelle étape de travail qu'on faisait, Félix était toujours là, toujours vérifié, parce que ça peut être tout simplement comme ça peut être juste comme les dessins à corriger, les notes et passer à la prochaine. Mais Félix, il a vraiment assuré d'être présent chaque jour au studio, aller voir tout le monde, peu importe l'étape de travail. Et il était également ouvert aux suggestions qui a vraiment donné la satisfaction comme en tant que la communication, que nos suggestions soient bien entendues. Et ça a aussi permis aux artistes de s'engager personnellement, techniquement et leur expérience personnelle aussi. Je pense que j'ai dit pas mal tout par rapport à l'animation. Si je peux dire un petit peu rapidement sur le layout, oui. On était vraiment comme resté simple sur TV Paint et scénario-image, animatique, layout, ça restait en seule étape. Pour passer aux animateurs, ça restait juste quelques notes ou les pauses plus rapides un peu plus. Mais pour la coproduction avec Mio, on a dû assurer qu'il y a assez de références et de pauses clés. Et ça, je vais passer à Brent pour expliquer davantage. Petit point de timing, on n'est pas bien en avance. Mais c'est l'histoire de la production, ça. À vous. Merci, Jen. Alors, bonjour tout le monde. Et moi, je m'appelle Bran et je suis l'assistante réalisatrice sur le projet La mort n'existe pas. Et pour donner un petit peu de contexte, ça va être une histoire assez similaire comme Jen. C'est ma 3e collaboration avec Félix sur son 3e long métrage. Et j'avais commencé en fait comme stagiaire sur Villeneuve. Je faisais de la colo toute la journée sur papier, ce qui était un rêve quand j'ai finissé mon bac à l'université. Après ça, j'ai travaillé comme animatrice sur Archipel et me voici comme assistante réelle sur La mort n'existe pas. Un rôle qui est assez large et flexible, vu que, comme Félix a expliqué un peu, on est un petit studio. Avec des gens super travaillants, donc on se répartit les tâches de suivi de production. Et j'aimerais bien vous parler en fait un peu plus de comment ça se passe au studio et comment nous, Félix et moi, on suit le travail de tout le monde et plus concrètement le pipeline d'animation. Donc, studio Embuscade. Comme Félix l'a mentionné, on a vraiment une façon de travailler plus horizontale qui n'est pas commune, mais qui rend le travail et l'ambiance de travail beaucoup plus agréable et que je pense qui engage vraiment les artistes se sentent écoutés et engagés sur leur travail. Et puis, en parlant de travail, notre premier outil de travail, peut-être que plusieurs d'entre vous reconnaissent Kitsu. C'est notre logiciel de suivi de travail. C'est une entreprise française. Et peut-être, si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être ShotGrid, qui est un outil similaire. Nous, on travaille sur Kitsu pour faire le suivi de tous les plans et toutes les tâches. Et comme j'ai mentionné, Félix et moi, on a une vue d'ensemble, vraiment de chaque plan, chaque tâche, mais on se partage le travail. Lui suit de plus près l'animation, tout ce qui est ligne, décor et compositing. Et moi, je fais un suivi plus précis pour l'équipe de Colo et de Ombre Lumière. Et puis, j'ai choisi cette image aussi pour vous montrer à quel point, des fois, ça, c'est un de nos plans les plus ambitieux,
Puis des fois, on donne beaucoup de notes, c'est toutes les petites lignes rouges, mais on a des artistes qui sont très patients avec nous pour bien relever les défis de ces plans-là. Et en parlant des plans ambitieux, on a ici aussi un screenshot d'un autre plan d'attaque qui est un des plus gros aussi. Et ça vous montre aussi, nous, on utilise TV Paint comme outil d'animation. Donc, toute l'animation et les décors se font sur TV Paint. Au début de la production, Félix avait créé une brosse qu'on peut voir dans le coin, et LMMP Outils 2021. Et puis, donc, tout le monde utilise cette même brosse pour avoir une cohérence au niveau de la ligne. Pour le clean, c'est ça qu'on utilise. Et aussi, je vous montre ce screenshot pour vous montrer à quel point il faut être précis dans l'organisation de fichiers. Donc, une grande partie de mon travail aussi, c'est travailler avec David, en fait, pour trouver... on a travaillé pour trouver des codes de nomenclature pour avoir un langage commun. Parce que ça aussi, au compositing, on est vraiment... ils sont très peu de personnes à travailler sur le compositing. Donc, pour que ça soit le plus fluide possible, je m'assure de tenir l'organisation des fichiers le plus possible. Alors, je vous montre plus concrètement qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'un plan passe de l'animatique jusqu'au compositing? Donc, comme Jean l'a mentionné, des fois, on a des étapes, on a un projet qui est assez ambitieux, donc plusieurs étapes, des fois, se rencontrent. Et effectivement, ici, on peut voir que l'animatique et le layout, c'est la même étape. Après ça, on passe à l'animation qui, le rough, le clean, le tie-down se fait aussi souvent par une seule personne. Après ça, on passe à l'assistana, les intervalles, et on passe à la colo, ombre et lumière, pour finalement arriver à notre dernière étape, le compositing, dont David pourra rentrer dans les détails, dans les fascinants détails. Et je vais vous montrer un autre exemple. Studio, hop, ici. Ici aussi, voilà un autre plan qui passe par toutes les étapes très, très vite. Et je voulais faire aussi une petite note sur les ombres-lumières, parce que comme vous constatez, on a une façon différente de détacher les couleurs sur cette production. Donc, on ne détache pas, par exemple, les couleurs des cheveux, la couleur de la peau. On a vraiment juste une silhouette générale des personnages et on détache les détails des visages. Et c'est comme ça que Félix et moi, on s'est rendu compte, puis je pense que c'était une des plus grandes surprises, les ombres-lumières sur la production, à quel point c'est essentiel, puis à quel point aussi on a développé comme une philosophie spécifique dans le film, parce qu'elle ne donne pas seulement le détail de la direction de lumière, mais aussi le volume qui après va être utilisé au compositing pour arriver au magnifique résultat que vous voyez ici. Et juste une petite blague pour vous, un inside joke qu'on a au studio, c'est que, comme vous voyez aussi, chaque artiste peut s'amuser à choisir n'importe quelle couleur avant d'aller au compositing. Donc, ça donne des forêts bonbons, des personnages néons. Et on aime bien dire au studio qu'il pourrait exister quelque part une version de La mort n'existe pas qui fait aucun sens au niveau de la couleur. Mais qu'après en compositing, les choix de couleurs finales se font par une conversation entre Félix et l'équipe de comp, donc David. Jean a parlé de la façon comment on fonctionne au studio, Félix aussi, mais je tiens aussi à souligner le fait que je ne pense pas qu'une production de cette ampleur serait possible sans la façon de fonctionner chez Embuscade. Et la façon dont Félix fonctionne depuis le premier projet sur lequel j'ai travaillé avec lui. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus horizontal, une communication ouverte. Et Félix, il a une vision très claire, mais il est aussi très ouvert à des propositions de tous les artistes. Et donc, si quelqu'un a une bonne réponse, une bonne proposition, ça va être écouté. Et si c'est le meilleur pour le film, le plus important, c'est tout le temps de faire le meilleur film possible. Donc, je pense que de ce côté-là, tout le monde peut vraiment se sentir... tout le monde est une partie précieuse de l'équipe. Et il faut dire aussi que on a été vraiment chanceux de trouver une équipe incroyable, des artistes polyvalents,
qui peuvent aussi faire plusieurs tâches. Donc, on a des artistes qui font des décors comme ils font de l'animation, des assistants qui font des ombres de lumière comme ils font des assistants à la ligne. Et donc, juste pour finir, j'aimerais vous présenter l'équipe Morales, ou laisser l'équipe Morales se présenter. Action. Oh. Oh. Bravo. Yes. Yeah. Action. Je m'appelle Julie Charette, je suis artiste décor et animatrice sur La mort n'existe pas. Salut, je m'appelle Charlie Rodari et je suis assistant animateur sur La mort n'existe pas. Moi, c'est Camille, je suis assistante animatrice et assistante en compositing. Bonjour, je suis Edith. Je m'appelle Louis Bollard. Salut, mon nom est Étienne Martin. Mon nom c'est Frédéric. Bonjour, mon nom est Ludwig Talbot. Salut, je m'appelle Noah. Mon nom c'est Auguste Jourdain. Bonjour, je suis Véro. Je m'appelle Renée Inès. Mon nom c'est David Seix. David Marinaccio. Je m'appelle Elodie Roy. Bogdan Anifrani. My name is Katie. Ian Jimpak. Jasmine Oiseau. Mon nom est Tigris. Moi c'est Jenny. Antonio Cerdan. Joe Lebreu. Max Onesco. Je m'appelle Mathilde. Raquel Sasnetti. Je m'appelle Valentine Dumez, je suis animatrice sur La mort n'existe pas. Félix, peux-tu nous faire part des principaux choix de mise en scène que tu as opérés et peut-être présenter les parties pré-graphiques qu'on a commencé à découvrir, mais que tu peux sans doute détailler un peu, sans perdre de temps. Avec plaisir, sans perdre de temps. Je serai bref et j'inviterai David qui me suivra à être bref également parce qu'on a un peu de retard. Alors, rapidement, je vous ai déjà un peu souligné que le film est construit sur des oppositions entre la stabilité du réel et le caractère ondulant, mouvant de ce qui peut venir le changer, entre l'immobilité des statues qu'on aperçoit en ce moment, et puis le caractère organique et vivant de la forêt, et puis des personnages qui la traversent. C'est aussi, au niveau de la mise en scène, une opposition entre le plat et l'illusion de la profondeur. Donc, les couleurs sont des couleurs peintes sur papier et la logique qui sous-tend la fabrication des images est une logique proche de la gravure. Donc, moi, je les conçois comme si on faisait des passages, comme en gravure, de différentes couches de couleurs, où certains éléments se résument dans d'autres. Puis, on choisit donc à la fois à la conception, mais aussi à la mise en couleur, au compositing, on choisit de détacher ou non certains éléments, de lier ou non certains autres. Et ça permet, comment je le conçois, ça met sous tension le regard du spectateur, c'est-à-dire qu'il sait qu'il voit une image qui affirme sa bidimensionnalité, c'est son caractère à deux dimensions, mais on joue par le mouvement, par l'animation, par un certain raffinement là, dans l'ombre, dans la lumière, dans comment se déclinent ces couleurs-là dans la profondeur. On joue avec une illusion de profondeur, de 3D, qui je crois, j'espère, crée chez le spectateur une certaine agréable tension, honnête, et soutiendra l'intérêt. Soutiendra l'intérêt parce que c'est un film à la fois peuplé d'aventures, mais c'est aussi un film peuplé d'idées, qui a ces passages parfois où les personnages discutent. Alors il faut donc soutenir l'attention et l'intérêt du spectateur quand il n'assiste pas à une course-poursuite. C'est un film, j'accélère, c'est un film qui a été inspiré, moi mes inspirations viennent de la peinture québécoise, moderne et contemporaine. Alors vous voyez rapidement là, une toile de Marcel Ferron, une automatiste des années 60, la période que j'aime beaucoup de Jean-Paul Riopelle, où il fréquentait Joan Mitchell, et puis il était autour de la graphie, autour des touches. René Richard, là, qui est d'origine suisse, donc, mais qui s'est installé dans la campagne québécoise, qui a été un trappeur peintre, mais avec un très grand coloriste et puis une grande liberté dans la figuration. Marc-Aurèle Fortin, au destin tragique, mais qui aussi avait une espèce d'exaltation du paysage et puis très expressif dans son utilisation de la couleur et des formes. Et plus contemporain, Pierre Dorion, grand peintre contemporain québécois qui joue sur des espaces de lumière, résume des espaces avec la lumière et l'ombre. Et puis Marion Wakshal, qui est une peintre actuelle aussi, dont la figuration est à la fois douloureuse et pleine de vie. J'aime beaucoup le paradoxe de sa peinture. Donc c'était
mais c'était mes inspirations que j'ai conservées avec moi tout le long de cette fabrication. On a dessiné à ligne ouverte, c'est-à-dire que les contours ne sont pas toujours fermés, ce qui rejoint un peu cette idée de lier les figures et les décors dans lesquels ils évoluent. On a également tenté de toujours conserver à la fois un certain réalisme, mais aussi de mettre ce réalisme sous tension, puis de préserver la capacité d'expressivité de l'abstraction, donc d'où mes références en peinture abstraite. Le film est aussi abordé, puis je crois que c'est une partie de son propos, dans la vibrance de ses couleurs, dans l'opposition entre elles, et puis dans le caractère parfois presque abstrait des lieux ou des situations. Donc c'est assumé. Et puis là, c'est un fil mince, et une ligne tranchante sur lequel nous avons avancé joyeusement tout au long de la production. J'accélère et je vous montre notre premier démo qui a été fait à la fois dans un objectif de recherche visuelle, mais aussi pour accompagner le financement et puis présenter un peu l'esprit du projet que je vous ai résumé. Donc ça date d'il y a maintenant, c'est 2021, je crois. Mais même avant ça, 2020. Je veux quelques années légères. Les mots simples pour les nommer. Je veux soumettre la bêtise et son triomphe à la pudeur de ceux qui doutent. Je veux faire de ma force la condition d'un équilibre. Je veux faire de ma rage la maison qui nous manque. Alors rapidement, vous voyez, donc les choses ont assez évolué, mais il y avait un certain esprit, puis une partie, c'est vraiment notre point de départ des recherches, puis ça nous a servi aussi dans la recherche de financement. Vous devinerez que financer un tel projet ne fut pas simple, mais nous y avons, à force de persévérance, arrivé. Quelques mots rapidement sur le son et la musique. Je souligne la présence d'Olivier Calvert, qui signera la conception sonore dans la salle. Cher Olivier, avec lequel nous travaillons maintenant depuis presque 20 ans, ce qui ne te rajeunit ni toi ni moi. T'as toujours pas mis tes lunettes. Hein, j'ai toujours pas mis mes lunettes, mais je fais un effort. Alors au son, on va déployer, évidemment, il y a des exigences narratives, mais il y a un souci de ne pas spectaculariser la violence, donc il va y avoir beaucoup de retrait, et on va choisir les moments précis lorsque nous ajouterons. Alors il y aura un réel de base, mais duquel nous retirerons beaucoup d'éléments pour rendre le caractère sec et tragique et douloureux, brutal de la violence, mais puis nous choisirons avec parcimonie les moments où nous déploierons quelque chose de plus en ajout. Je crois que la conception sonore va être à la fois économe et puissante lorsqu'elle l'exigera. Au niveau musical, nous essaierons avec mon frère Gabriel, qui signera la musique, de faire un étrange mélange entre le romantisme de Schubert et la Cold Wave. Donc moi, j'imagine quelque chose d'assez hargneux et puis entêté, mais qui dialogue avec les lignes mélodiques de Schubert, donc de La jeune fille et la mort. Donc on verra où ça nous mènera. Et puis vous aurez deviné que le compositing est un élément essentiel du film. C'est aussi, dans notre cas, vraiment une écriture. C'est-à-dire qu'on a des mouvements, on a des décors, on a des éléments, on les redéploie, on les remet en couleur, puis on réétablit une certaine hiérarchie entre ces éléments au compositing. Alors j'invite notre cher collaborateur David Seth à brièvement nous traverser notre travail au compositing. Merci Félix. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est David. Je fais partie de l'équipe depuis le début de la production, ce qui veut dire le début de la fabrication, donc juste après que l'animatique soit finalisée. En compositing, je m'occupe de tout ce qui est le workflow entre les dessins en TV Paint provenant des animateurs et les artistes de décor jusqu'à l'image finale. Alors,
On comprend dans compositing, les défis sont surtout de développer le langage visuel du film pendant que la production est en cours. On fait beaucoup d'allers-retours entre la compositing et Félix, qui lui-même est aussi très impliqué dans le processus de compositing. Les choses changent au fur et à mesure et on essaie de garder les choses ouvertes. Il faut suivre l'intuition pour pouvoir expérimenter des différentes solutions, des différentes palettes de couleurs, des différentes approches. On ne veut pas introduire trop de contraintes structurelles aux artistes trop tôt dans le processus. Toutefois, on veut avancer et finaliser les choses qu'on peut, quand on peut. L'autre priorité, c'est de maintenir la flexibilité face à la complexité. Vous allez voir nos décors et les personnages, le traitement qu'on fait, ça génère beaucoup de calques. Donc, c'est un processus assez raffiné. Et donc, ça risque de devenir très complexe, même qu'on se perd dans tous les calques dans les projets. Et donc, on se permet de garder les choses en mutation plus longtemps. On veut bien séparer le travail de couleur et le travail qu'on appelle mécanique, le masking, les choses plus reliées aux formes. Et on ne veut pas répéter le travail, bien entendu. Donc, il faut être efficace parce qu'on est une petite équipe, c'est un projet ambitieux. Donc, on cherche toujours à tricher, à trouver des raccourcis. Alors, on va parler un peu de comment ça se fabrique. Le tout commence avec ces 38 scans de papier peint. Chaque pixel du film est une combinaison de ces textures-là. On n'utilise jamais d'effet numérique pour manipuler une couleur. C'est vraiment juste des superpositions des textures. Et pour ceux qui connaissent After Effects, on utilise aussi les blend modes. Donc, ça crée une contrainte assez importante dans notre démarche. Ça nous laisse travailler un peu plus comme peintre. On pense aux couleurs. Donc, il y a une façon de travailler commune entre l'équipe. Mais vu qu'on a ces contraintes, c'est très simple d'essayer de différentes choses et d'explorer d'autres possibilités. Et on reste dans notre signature visuelle unique du film. Donc, la contrainte sert à renforcer et promoter cette signature. Par contre, elle introduit des défis qui pourront coûter cher au niveau de la complexité. Mais pour dire que ces derniers points sont si importants. Le technique de base, pour colorer un seul élément, on voit il y a un arbre, il y a la forme qui découpe la texture, et ensuite la texture doit être placée et taillée selon la mise en scène, selon les choix créatifs. Mais on peut imaginer que, vu le nombre d'éléments qu'on a, le travail multiplie, des fois par une centaine de calques, même 200 calques parfois, dans un décor détaillé. Alors, voici quelques exemples de décors dans les super couleurs choisies par les artistes avant la camp. Et puis, lorsqu'on commence un plan, Félix pourrait m'envoyer une référence de couleur. Je vais vous présenter un peu un des premiers plans qu'on a attaqué. Donc, voici mon premier essai. J'essaie de faire un accord avec ce que je voyais comme palette avant. Et voici la réponse à Félix. On peut voir que j'étais très loin. À l'époque, je manquais un peu la pleine compréhension de l'approche et du vocabulaire visuel qu'on voulait retrouver dans les palettes. Mais j'espère que ça va mieux maintenant, Félix, après 2 ans. Mais l'important, c'est qu'un dialogue s'établit et on pouvait comme se donner des suggestions pour répondre à l'autre. Et c'est un processus que dans l'équipe de compositing, on appelle affectueusement la félixification de la scène. Donc, c'est une étape essentielle pour chaque scène.
Et donc, on fait beaucoup d'allers-retours et 100 versions plus tard, on arrive à ça. C'est subtil, mais ça a évolué, c'est sûr. Et finalement, on ne voit rien parce qu'on remplit l'avant-plan avec de l'anime close-up. Donc, c'est une blague, le décor se révèle. Mais de toute façon, la flexification, c'est pour trouver la template pour les autres plans de la même scène. Donc, rendu à ce point, on est libre d'essayer de transférer ces principes de coloration aux autres plans. Donc, on continue les allers-retours un peu, mais en considération des nouveaux besoins de mise en scène de chaque plan. Donc, pour faire ça efficacement, il faut vraiment conserver cette flexibilité. Il faut trouver des moyens. Donc, notre solution à ça s'appelle le compte n'existe pas. Il s'agit d'un outil en scripting de After Effects qui nous aide à bouger plus rapidement, comme dans cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous présenter brièvement chaque fonction. La première chose qu'on fait, vous voyez le grand nombre de calques à la gauche. On peut cliquer un bouton et magique, on a des textures de défaut. Ça crée le point de départ pour la flexification. Ensuite, on retravaille les couleurs, on raffine. En plus, le script fait beaucoup d'organisation des calques pour nous aider plus tard. La prochaine chose, on appelle ça le pickerify. On ajoute des petits carrés qu'on appelle des pickers. Et on peut identifier n'importe quel calque parmi les centaines. Et le calque qui est touché par le picker, on affiche le numéro de la calque. Et on peut le trouver plus facilement dans le timeline du projet. Ça me sauve 3 à 5 minutes par recherche de calque. Aussi, on veut bien pouvoir transférer la recette de couleurs qu'on a choisie pour un personnage ou un plan vers l'autre sans répéter tout le copier-coller, ajuster les calques. Donc, on a développé une méthode pour transférer ces couleurs. Ça s'appelle AutoComp, ce qui est une abréviation pour Automagical Compilation. Avec le clic d'un bouton, on identifie en écrivant le plan qu'on veut et je transfère tout ce qu'il peut et essaie de reconnaître les noms, dont l'importance de la nomenclature et transférer les couleurs des noms en commun ou on peut juste dire aller de la source au cible. Et la partie, le technique le plus de fun qu'on trouve, c'est la combinaison de AutoComp et le Pickerify. On appelle ça le Picker Party. C'est une méthode extrêmement rapide pour transférer toutes ces couleurs. On choisit en mauve, on identifie le cible en orange et on clique. Et voilà. Donc, voici, je suis en train, en temps réel, non, c'est plus vite par 10 fois, là, de transférer les couleurs d'un plan aux autres dans la scène. Donc, j'ai tout dans une contexte et on fait le party. David, es-tu proche de ta conclusion? Oui, je suis rendu. Mais juste pour finir, on vous montre le plan qui brise tout. C'était très complexe. C'est des dessins statiques en 2D, placés en 3D, en After Effects, avec un mouvement de caméra ajouté. Le défi, c'était de matcher le mouvement de caméra à l'anime du personnage qui a été fait en avance. Il fallait simplifier beaucoup les éléments pour pouvoir travailler en 3D. Et maintenant, je suis sur le point de réexploser toutes ces calques et possiblement créer 2000 calques. Donc, j'espère que notre outil va être capable. Si vous avez des conseils, venez me parler après. Merci. Merci. Comme nous sommes en retard,
j'écourterai ma dernière portion pour vous dire tout simplement que c'est aussi une aventure humaine, une façon de vivre sa vie. On sort du tunnel ou de l'apnée, qui est la fabrication d'un long métrage, et puis on a vieilli de quelques années, on a affiné des amitiés, on a un peu plus mal dans le dos, puis on a abandonné certains idéaux, on en a découvert des nouveaux. Alors, non, je ne blague qu'à moitié. Mais donc, je voulais saluer le bonheur qu'est de vivre une vie avec cette équipe, avec leur talent et leur intelligence. Je veux souligner aussi que c'est avec nos collaborateurs de chez Miu, Emmanuel Alain, Pierre, ça a été un vrai plaisir également. Puis une vraie collaboration. Et je veux souligner aussi la présence dans la salle d'Élodie, Charlie et Clara, que je salue cordialement, qui sont de l'équipe. Alors, sans plus tarder, j'écourte mes palabres et puis nous vous présentons un assemblage de plans finis, de plans en cours de chantier, de plans en cours de fabrication, mais qui vous donneront une aperçu, j'espère, vigoureuse de ce que sera le film. À noter que la musique est temporaire et donc soyez indulgents sur le mixage sonore. Merci.
Merci, merci infiniment. Alors, le temps est venu d'entendre vos questions et remarques. Et pendant que vous préparez la première, je voudrais vous remercier d'avoir partagé cette passion joyeuse que vous mettez à servir vos convictions. C'était un très beau moment de ce point de vue-là. Y a-t-il dans la salle des premières questions, s'il vous plaît? Monsieur, premier rang, si vous voulez bien juste vous présenter en un mot pour savoir. Avec un micro, ce sera encore mieux. Je m'appelle Noé. Je vous ai entendu parler d'irréalisme. Est-ce que vous pourriez développer ce que ça veut dire? Merci Noé. C'est dans le cas de La mort n'existe pas, c'était un rapport à la fois à une figuration qui représente le réel, donc il y a une forêt, il y a un sentier, il y a deux personnes qui traversent le sentier, mais en dissimulant certains éléments, en fondant un dans l'autre, en faisant que certains sont révélés que par le mouvement ou par la lumière ou l'ombre. On est dans une impression d'irréalisme, puis ça nous permet une grande liberté aussi ensuite dans la façon dont on traite et dont on fait évoluer cette figuration-là. Donc c'est une distance aussi parce que la forêt, c'est à la fois une forêt réelle, mais c'est à la fois aussi une projection. C'est sa propre psyché, je crois, moi, qu'Hélène arpente et explore. Mademoiselle, oui, merci. Bonjour, je m'appelle Héloïse. Je voulais juste savoir, vous avez dit que vous vouliez avoir une charte assez précise, assez tôt pour votre film, mais vous avez aussi dit que vous vouliez vous laisser une marge de manœuvre jusqu'à la fin pour pouvoir retoucher au compositing. Du coup, je voulais savoir à quel moment vous aviez incorporé le compositing dans le process pour pouvoir avoir quelque chose d'à la fois flexible et précis. Merci beaucoup. Si je comprends bien, à quel point est-ce qu'on a commencé le compositing dans le processus? Ouais. Je veux dire que la marge de manœuvre disparaît rapidement en ce moment. Mais l'idée, c'était de la garder ouverte le plus que possible pour pouvoir avoir la possibilité d'explorer, même si la vision est très spécifique et très forte. Il y a beaucoup de petits choix qu'on fait, surtout que Félix fait. Et en même temps, il faut qu'on trouve... Mais on avance le côté... on a trouvé le moyen d'avancer le côté mécanique. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, on veut bouger les ombres et lumières en bas en fonction de la lumière d'un feu. Donc, on peut faire ça, trouver les recettes pour ça, pendant que l'anime se finalise et pendant que les couleurs se retravaillent. On avance, on garde le compositing quand même. On a commencé, David est là depuis le début de la production, parce qu'il est également animateur. Donc, il a animé certaines séquences. Puis aussi, le compositing se fait au fur et à mesure. On le corrige, évidemment, d'où les centaines de versions. Mais on essaie, dans la mesure du possible, d'être à jour dans notre compositing, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Bravo, c'est sublime. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de la collaboration avec Miyu, savoir ce qui s'est fait chez eux et comment ça s'est passé? Bien, j'imagine. Vous imaginez. Avec Miyu, c'est d'abord une rencontre avec Emmanuel, Alain et Pierre qui ont lu des versions du scénario, qui m'ont fait des retours. On a participé déjà, ils ont participé au développement. Ensuite, au niveau de la fabrication elle-même, nous, on leur a donné des scènes qui sont très exigeantes à l'animation,
mais qui sont un peu assez scènes-ci, par exemple. C'est des scènes qui sont légèrement en retrait du récit. Ils n'avaient pas les mêmes exigences de continuité, par exemple, s'ils avaient eu une scène avec les personnages principaux, le dialogue, le raffinement du jeu des personnages. Donc, ils ont pris en charge des scènes comme ça, c'est d'animation plus libre, mais pour lesquelles nous leur avons fourni un layout très précis et qu'ils ont pu développer ensuite. Donc, on leur a donné un cadre strict, mais ils l'ont utilisé comme plateforme, c'est très bien. Et c'était notre approche, donc d'être très préparé et de leur envoyer des scènes qui sont un peu en dehors du récit. Ils ont pris en charge aussi un personnage au complet, l'animation d'un personnage qui est la vieille dame. Personnage crucial parce que attaquant et attaqué, chacun porte une part de la vérité du film. Alors, c'était important. Ça répond à votre question? Bonjour. Ma question, c'est dans un monde où le cut-out est ultra présent, et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on est à fond sur le cut-out, en Europe aussi. Embuscade, pour l'instant, je pense qu'au Québec, c'est le seul studio en 2D tradi que j'ai jamais vu. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours répandu, en tout cas au Québec, au Canada? Mais sans fausse modestie, en fait, je crois qu'on est les seuls au Canada, en fait, à avoir un studio qui fait que du trad. Mais c'est aussi c'est un choix éditorial, mais aussi un choix de vie, c'est qu'on ne fait pas de commercial, on ne fait pas de prestations. Donc, on travaille uniquement dans une logique de financement public ou d'institutions de cinéma, ce qui fait en sorte que on travaille avec des moyens qui sont moindres, évidemment, mais une très grande débrouillardise et une logique de fabrication, comme on l'a montré, qui est quand même plus adaptative, plus ingénieuse, mais donc c'est un choix, en fait. C'est un choix industriel. On a la chance au Québec et au Canada d'avoir quand même des belles structures de financement. Le financement est difficile de plus en plus, comme partout ailleurs, mais on a les deux institutions principales quand même soutiennent encore relativement bien le cinéma, donc ce qui nous permet quand même de se projeter un peu dans le futur, même si à chaque fois, c'est un combat à renouveler. Donc, disons chaque long-métrage est un horizon rallongé, en fait, sur le studio, sur l'existence du studio. Donc, sans dire qu'on vit au jour le jour, on vit quand même de production en production. On fait que des films d'auteur, courts et longs. En fait, donc c'est un choix de vie aussi. C'est pas un choix économique, parce que ça serait un bien mauvais choix. mais c'est un choix de vie. Bonjour, je m'appelle Catherine. Déjà, c'est vraiment un très joli film et une très jolie démarche. Et je voulais vous poser une question sur... vous avez parlé des parallèles, en fait, des oppositions très tranchées que vous faites dans le film. J'ai l'impression que c'est un film très politique. Et j'aimerais bien juste savoir ce que représentent ces coupures, ces tranches pour vous. Voilà, merci. C'est une bonne question. J'essaierai d'y répondre brièvement. C'est le mot qu'on aura le plus employé cet après-midi, c'est brièvement, je crois. Je crois qu'il y a des oppositions formelles qui sont des principes de mise en scène, puis qui relèvent davantage du goût, du désir, que je peux peut-être écarter pour vraiment parler, disons, des thématiques. Le film est traversé de ce désir de changement, et puis aussi d'une certaine agressivité, disons-le, mais aussi d'un attachement et du lien, donc d'une certaine douceur, d'un attachement à la vie, quoi, à la tendresse. C'est un film qui, moi, de façon très personnelle, porte à la fois mes ambitions de jeunesse et mes constats de quarantenaire avec 2 enfants qui ne souhaitent que mes enfants soient... Mon souhait le plus profond, c'est que mes enfants soient heureux, quoi. Donc, je crois qu'on retrouve ça dans le film. Le personnage principal vit ça, vit ses propres convictions, rencontre une version d'elle-même plus jeune et dans sa face-à-face avec la vieille dame qui est la cible de l'attaque, se reconnaît aussi. Il partage quelque chose, c'est un espace partagé. Alors, l'idée, c'est pas de dire que tout est équivalent ou de dire qu'il y a de relativiser,
mais c'est de montrer le caractère tragique des grands désirs, des convictions profondes, et puis à la fois de nos idéaux, mais aussi de nos convictions profondes, leur difficile passage dans le réel, et puis aussi le mélange, ce que peut produire la violence une fois dans le monde, une fois que le monde, dans ce cas-ci, dans le cas du film, le monde est envahi et renversé par la colère et la honte de son personnage principal. Alors c'est un film tragique qui n'offre pas de solution, sinon celle du lien, celle du lien, de la valeur de l'engagement, de l'amitié, de l'amour et de l'engagement politique. C'est à peu près ça. Devant, je pense qu'il nous reste peu de temps. Je vais essayer de faire rapide. Hein, debout. OK. Allô? J'avais une petite question. Là, tu parlais d'engagement et tout ça. Moi, je voudrais juste parler de ce qu'on a entendu aujourd'hui, de ce que l'équipe a partagé au niveau de comment vous avez fait le film et tout ça. Puis je trouve ça super inspirant, super motivant. Puis je sais pas, j'ai fait un projet que j'aurais aimé faire après avoir entendu, par exemple, tout ce que vous racontez, comment vous organisez, le truc horizontal, le plaisir, le bonheur que tous les étudiants, enfin, je dis étudiants parce que c'était mes étudiants à l'époque. Vous n'êtes plus étudiant, je sais bien. En tout cas, non, ce que je voulais dire, c'était, je me demandais, est-ce que vous avez, ne serait-ce que réfléchi ou pensé au pouvoir que vous pourriez peut-être avoir en parlant aussi de comment on fait des films, que c'est de faire des films comme ça, c'est possible, c'est difficile, certes, mais est-ce que vous allez faire un making-of qui est un petit peu ambitieux, avec une espèce de motivation de dire, hé, les jeunes, il n'y a pas que des gros studios de ci, de ça, on peut encore vivre comme ça, il faut, je sais pas, vous êtes les seuls au Canada, c'est dommage. Il n'y avait pas de raison, quoi. Le talent et les idées sont partout. En tout cas, je me demandais juste si... En tout cas, j'aimerais que vous le fassiez, ne serait-ce que pour partager ce truc-là, ce message et ce beau message, tu vois, de encourager, motiver les jeunes. En fait, le petit montage, merci Luc pour la question. Le petit montage que vous avez vu de l'équipe montréalaise qui dit bonjour, c'est comme mon premier petit edit de notre making-of. En effet, on a fait des entrevues avec des artistes de l'équipe et je pense que ça vaut effectivement la peine d'aller même peut-être plus loin pour partager la façon comment on fonctionne parce que c'est pas répandu et ça devrait peut-être l'être. C'est vraiment, moi je pense que c'est chez Embuscade en ce moment, c'est un des endroits les plus agréables sans être trop kitsch, mais c'est vrai, on a vraiment une belle ambiance de travail et c'est parce qu'on a décidé de travailler de cette façon-là. Plus. Ouais. Pour être aussi très honnête, on est exigeant aussi. C'est-à-dire qu'on est moi je le vois, notre équipe est fatiguée. C'est un contexte de travail très, je crois, doux, respectueux, diversifié, ouvert. Ce qui fait notre force, puis ce qui nous énergise. Et c'est aussi une production, on travaille sans quota, on travaille des horaires sont très libres, mais c'est une production qui finit par être exigeante aussi, parce qu'on fait, je crois, du haut de gamme avec des budgets moyens, donc, ou des fois petits, mais dans ce cas-ci moyens. Donc, on essaie de faire du haut de gamme, je ne sais pas si on y arrive, mais c'est notre objectif. Donc, c'est exigeant. L'équipe en porte beaucoup sur ses épaules, donc c'est aussi la générosité de l'équipe qui fait... Je crois que c'est un film qui ressemble à son équipe, par son caractère, par sa solidité, puis repose beaucoup sur la générosité de son équipe. Mais je pense aussi que ça repose beaucoup sur la capacité des réalisateurs et réalisatrices à être au centre puis au cœur du tourbillon, autant en long métrage dans les films de Félix que dans nos courts métrages. Évidemment, on n'a pas les moyens ou les ressources des grands studios, ce qui fait en sorte que on parle souvent qu'on travaille dans une logique d'atelier, donc les réals sont au centre, sont responsables de beaucoup de choses. Nous, on les accompagne, mais ils se forment autour d'eux, enfin, un peu une sorte d'atelier où ils fabriquent, mais où ils doivent savoir fabriquer aussi. Donc, ils doivent être capables et de réaliser, d'animer, d'être vraiment au cœur du processus. Donc, ça fait à la fois la beauté, mais c'est sûr que c'est des contextes qui sont exigeants pour tout le monde. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Je voudrais, si vous le permettez, remercier la régie, les équipes de Live Up, les équipes de Citia, Iman et Peggy en particulier. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour vous adresser nos félicitations.
Merci à Iman et à Patrick qui nous ont accueillis et qui nous ont accompagnés pour la préparation de cette présentation.